Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Meilleurs vœux et bonne année à tous. Avec moi pour présenter cette émission, Nicolas Guiraud. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Et nos deux invités du jour, Lilian Tessandier et Christophe Lacombe, coprésident de l'UCS. Bonjour. Nous allons donc parler rugby, c'est l'objet de l'interview. Jingle. Nicolas, l'UCS traverse une période noire depuis le début de la saison. C'est l'occasion d'évoquer la situation avec ces deux coprésidents. Oui, une saison cauchemardesque, comme vous disiez, Lilian. L'UCS est dernière de son championnat à 15 longueurs du premier non relégable. 0 victoire au compteur. Est-ce que pour vous, la saison, elle est déjà pliée ? De toute façon, il faut être clair et net. Aujourd'hui, nous sommes à 99,9% en National 2. Il n'en reste pas moins qu'il y a une deuxième partie de saison à faire et que nous devons respecter le championnat, nous devons respecter nos adversaires et les joueurs et le staff doivent respecter le club et le maillot. Donc cette deuxième partie de saison, elle sera jouée à fond et c'est ce qu'on va leur demander. Pour autant, avec Christophe, nous devons nous projeter sur l'année prochaine et aujourd'hui, nous nous projetons sur un projet National 2, il faut être clair. On peut se projeter en tant que président sur un projet pour l'année prochaine et à la fois demander aux joueurs de finir du mieux possible cette saison. Mais voilà, faut être honnête, ni Christophe ni moi n'avions connu une saison comme ça. Moi en 14 ans de présidence et Christophe en beaucoup plus. Oui, en fait, 24 ans de présidence. Votre automne, il a notamment été marqué par l'éviction de votre manager, Fabrice Landreau, à la suite d'un vote à bulletin secret des joueurs. Vous comprenez que le recul, que ça ait pu étonner, sinon choquer du monde ? Alors, je pense pour être très clair sur ce sujet, c'est pas le vote des joueurs qui a provoqué l'éviction ou la mise à l'écart de Fabrice Landreau. Ça, c'est ce qui a été retenu par tout le monde, effectivement. Mais factuellement, on était dans une position quand même où Fabrice, qui est un entraîneur reconnu, et je ne mets pas en doute ses compétences, mais dans notre club, on était obligé d'être un petit peu factuel avec Lilian sur les résultats. On a eu une saison dernière avec 26 matchs et 6 victoires. Là, on avait 6 matchs et 0 victoire. Donc, si on fait le calcul des deux, c'est 32 matchs et 6 victoires. Donc, bien évidemment, ça nous interrogeait quand même, puisque je connais quand même beaucoup de présidents de clubs qui auraient peut-être pris des décisions avant nous. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse sur ça. Et puis, on avait senti un problème de vestiaire. Donc, on a interrogé les joueurs pour savoir comment ça se passait avec lui. Et les joueurs nous ont exprimé leurs sentiments, et on voulait nous que ça soit très démocratique et que ce soit pas des leaders qui prennent la parole sur les autres. Donc c'est pour ça qu'on a demandé que ça soit secret. On a eu le résultat. Avec ce résultat du vote des joueurs, plus je dirais le bilan qu'on avait tiré de Fabrice sur le club, on a pris des décisions, mais c'est à aucun moment les joueurs qui ont pris ces décisions. C'est-à-dire que si le vote avait été favorable au maintien de Fabrice Landreau, ça n'excluait pas non plus le fait Ça n'excluait pas non plus le fait que derrière on puisse prendre des décisions et peut-être amener des corrections, puisque quand on est président de club et qu'on a des partenaires, des supporters qui nous accompagnent, quand on présente un bilan de 32 matchs avec 6 victoires, à un moment donné, on nous pose aussi, nous, des questions. Donc il a fallu, hélas, contraint et forcé, de prendre des décisions. Alors ça ne remet pas en cause forcément les capacités et les qualités de Fabrice, puisqu'on connaît son parcours et on sait que ce qu'il a fait est peut-être ce qu'il fera encore au rugby. Mais il y avait un problème chez nous, et le problème, il était qu'à un moment donné, on était obligé de prendre des décisions. Le problème, il n'était pas aussi un petit peu plus global, c'est-à-dire que l'effectif répondait peut-être pas non plus aux besoins, aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs. On l'avait mis dans une contrainte effectivement budgétaire sur le recrutement des joueurs, puisque on se rend compte quand même dans cette division, comme un peu dans toutes, il y a des disparités importantes au niveau des budgets. On joue des clubs qui ont 2 fois, 3 fois notre budget, donc on sait que c'est un championnat qui est relevé, mais nous on est obligé d'agir en bon père de famille sur un budget qui nous est alloué, et puis effectivement on l'a mis dans une contrainte, je dirais, de budget par rapport au recrutement, mais le recrutement il a été fait. On était très enthousiaste quand même sur les joueurs qu'on avait recrutés cette année, puisque l'année dernière on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup de jeunesse et on voulait un petit peu amener de la maturité sur cette équipe avec des joueurs plus confirmés. Le fait est qu'en amenant des joueurs plus confirmés, on avait un groupe qui était moins grand, mais on était tous partis dans un objectif cette année qui n'était pas celui-ci. Et aujourd'hui, et quand on a pris cette décision, force était de constater qu'on n'était pas dans les clous. Et je rappelle quand même, pour la petite histoire, qu'on avait pris 30 points à la maison
contre Blagnac, qui était une équipe qui était quand même faisait partie de notre championnat. Donc nous, forcément, ça allumait des lumières et ça nous a amené de l'inquiétude. On aurait pris 30 points contre Valence Roman en début de saison, on aurait pu le comprendre, mais là on prenait 30 points à la maison contre Blagnac, pardon, et avec un contenu de match qui était complètement has-been, quoi. On n'avait rien, il y avait rien. Donc. Et vous avez l'impression, on est quoi, 2 mois et demi, 3 mois après, que les choses ont évolué? Non. De toute façon, on pense que le recrutement a été raté depuis le départ. Quand vous disiez qu'on avait, donc il y avait peut-être pas assez de monde, ou oui, mais nous avions une enveloppe qui correspondait à l'enveloppe que d'autres clubs de la poule peuvent avoir. Après, l'entraîneur fait ses choix. Nous, on n'est pas là pour dire non, on veut pas de ce joueur-là, oui, on veut ce joueur-là. Bah, des choix ont été faits, donc à partir du moment où dès le départ le groupe a été mal constitué, il s'avère qu'au-delà du problème de l'entraîneur, comme vous l'a expliqué Christophe, il y a un problème de recrutement, de groupe, et que le groupe, eh ben, on va l'avoir jusqu'à la fin de l'année. Mais oui, il y a un problème dès le départ. Il y a eu un recrutement qui a été sûrement mal équilibré. Après, qu'il y ait une différence, mais évidemment, il y a eu une autogestion derrière qui a été difficile. Bon, on a perdu à Rennes de très peu, on aurait pu gagner ce match-là et repartir sur une autre dynamique, parce que en plus de ces difficultés-là, on a, je pense, une saison, on n'a quand même pas trop les dieux du rugby avec nous, hein, puisqu'on a beaucoup de matchs qu'on a perdu très peu à la fin. On a eu aussi le cas Mikaï Gonnet qui est arrivé aussi, qui a amené quand même une grosse psychose au niveau du club. Donc on est vraiment dans le dur, mais voilà, c'est à un moment donné, quand on est capitaine d'un bateau, quand le bateau est en train de chavirer, il faut prendre des décisions et elles ne sont pas forcément évidentes à prendre, mais on est obligé de le faire et contraint de le faire. Alors, dernier événement en date, vous avez déclaré forfait juste avant la trêve lors du déplacement à Valence Roman. C'est du jamais vu à ce niveau. Comment est-ce possible? En fait, ce que nous n'avions jamais vécu jusqu'à maintenant, c'est une épidémie de blessures graves, et surtout sur les premières lignes. Nous, on a potentiellement 3 piliers gauche, 3 talonneurs, et il y avait quasiment 3 piliers droits. Quand on n'est plus capable d'aligner 2 premières lignes complètes, sauf à amener des gamins, comme le disait Christophe, le cas de Mikaï Gonnet a marqué tout le monde. Et nous avons pris la décision, très difficile, de dire qu'il n'était pas question d'envoyer des jeunes à Valence Roman se faire massacrer, parce que peut-être qu'on a été énormément critiqué sur le fait qu'on a déclaré forfait. Je me dis que si jamais nous avions envoyé des gamins à Valence Roman et que s'il y avait eu un blessé grave, je crois que les critiques auraient été différentes. Donc cette décision a peut-être été critiquable, mais sincèrement, avec Christophe, on a beaucoup mieux dormi que si on avait dû envoyer des gamins. On va quitter le terrain pour l'extra-sportif. Le maire de Cognac, Morgane Berger, s'est lui-même offusqué récemment de l'éviction de Fabrice Landreau, disant qu'il n'allait plus au stade à cause de ça. Forcément, j'imagine que ça vous a un peu choqué, sinon heurté. Vous avez eu l'occasion de lui en parler depuis? Non, on n'a pas eu l'occasion de lui en parler. Bon, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Dès le départ, on a compris que le maire de Cognac n'était pas un pro-rugby. Heureusement, le club dépend de l'agglo de Cognac et pas de la mairie. Ce que je trouve un peu pitoyable, c'est qu'on puisse se permettre de porter des jugements sur la gestion d'un club en interne sans connaître les tenants et les aboutissants. Parce que quelque part, qui n'écoute qu'une cloche n'écoute qu'un son. Après, c'est sa position. Je sais qu'il y a eu un peu de rétropédalage derrière. Mes interlocuteurs au niveau de l'agglo étaient très surpris, voire très déçus de cette attitude. Donc on ne va pas polémiquer plus que ça. On va mettre ça sous le coup de la jeunesse, puisque le maire est très jeune. On va mettre ça sous le coup de la jeunesse et d'une erreur de jeunesse. Moi, je vais être un petit peu plus... j'ai été très choqué, moi, parce que je pense que ça sort de ses fonctions. Clairement. Il est maire de tous les clubs de sa ville. Donc je ne vois pas comment on peut boycotter un club, comme disait Lilian, sans même avoir les tenants, les aboutissants pour prendre une décision. Et même, quand bien même... Vous en avez jamais parlé avant? Jamais. Et quand bien même on n'aurait pas fait ce qu'il fallait, je pense que c'est pas dans le rôle d'un maire de boycotter un club. Après, comme dit Lilian, voilà. Moi, je veux bien... je suis pas sûr de faire tout bien, toujours. J'essaye de faire les choses à peu près bien. J'ai 52 ans, j'ai un peu de métier. J'ai un peu managé des gens. J'ai un peu géré des entreprises. Je suis pas sûr qu'il en ait fait beaucoup.
Donc voilà, moi je prends les réflexions d'où elles arrivent et de la hauteur d'où elles arrivent. Même le projet de parc des sports a été revu à minima. Est-ce que vous vous sentez abandonné par les collectivités locales? Abandonné, non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que d'ailleurs Morgan Berger est le fer de lance de la réduction du budget sur le stade. Hein. Ça a été lui qui a allumé la première mèche, donc ça prouve bien son attachement qu'il a avec le club de rugby. Je crois que ce que j'ai regretté, ce que j'ai évoqué avec l'Aglo, sans vouloir rentrer dans de la critique non constructive, c'est que finalement, ce projet a été revu à la baisse au mois de juin. Et ils m'avaient contacté là-dessus. Nous avions, à leur demande, fait une conférence de presse pour expliquer que le projet ne bougerait pas, mais serait étalé dans le temps. Et donc, j'ai été d'accord pour cautionner cet étalement. Changement d'attitude au mois de septembre. Je pense qu'il y a peut-être ou octobre, une pression politique liée au manque de résultats. Ce que l'on peut regretter, nous, qui sommes à l'intérieur du club, c'est que les résultats à court terme puissent impacter un projet qui était pour les 30 ou 40 prochaines années. Donc la gestion du court terme et du long terme, pour nous, n'a pas été, je dirais, la bonne. Mais bon, après, on prend acte de cette décision et puis on fera avec. Autre chose complètement différent, il y a un peu plus de 15 mois à peu près, il y avait un derby au Parc des Sports contre le SA15 avec 5000 personnes un dimanche après-midi, une superbe ambiance, une belle journée. Je parle sous le contrôle de Nico, le dernier match contre Suresnes, il y avait 200 personnes à Saint-Jean-d'Angély. Vous comprenez comment on a pu arriver à un tel engouement qui se délite, quoi. Alors après, c'était... de recevoir le SA15, c'était quand même... une journée particulière. C'était une journée particulière. La saison dernière, par exemple, pour le dernier match de la saison contre Chambéry, on était 2000 dans le stade était plein, on était 500 à manger avant le repas. Moi, je pense que c'était pas que ça. Bien évidemment, le SA15, c'était le rendez-vous de l'année pour tous les Cognassais et les Angoumoisins, parce que c'était un vieux derby qui revenait à la surface. Après... le problème qu'on a, je pense que c'est le problème d'un petit peu de beaucoup de clubs, c'est qu'on a des spectateurs qui aiment bien quand l'équipe gagne, et quand l'équipe gagne plus, elle gagne plus, donc ça les intéresse moins. Et je pense même, je vais même plus loin que ça, c'est que je pense que pour beaucoup, le niveau est peu important. Oui. Ce qui compte, c'est la victoire le dimanche et voir des essais le dimanche. Donc, bien évidemment, quand on est dans une spirale négative où, par exemple, l'année dernière, on a gagné très très peu de matchs à la maison, je crois qu'on en a gagné 2. Enfin, un à Cognac, Chambéry, et puis un à Saint-Jean. Donc forcément, les gens, ça explique la désaffection des spectateurs. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où c'est comme ça. On a des spectateurs. Après, certains clubs comme le SA15 ont des supporters, donc forcément, il y a toujours une base qui reste, quoi qu'il se passe. Mais nous, on manque peut-être de supporters. On a plutôt plus de spectateurs que de supporters. Non, mais vous le dites vous-même, la Maillot, elle prend pas autour de ce club. Il n'y a pas d'engouement farouche. Il y a toujours à peu près la même jauge. Le public, effectivement, est de moins en moins nombreux. Est-ce qu'au niveau des sponsors, ça tient toujours? Alors, je ne suis pas d'accord sur cette analyse quand tu dis qu'il n'y a pas d'engouement autour de ce club. Parce que finalement, quand nous étions fédéral 1 et qu'on gagnait, il y avait du monde. Donc je redis un petit peu ce que dit Christophe. Les joueurs veulent voir leur équipe gagner. Et quand nous, on parle aux sponsors, ils nous disent, mais en National 2, mais tant mieux, parce que l'équipe va avoir sûrement un niveau plus adapté à ses possibilités, il y aura des victoires. Et donc, moi, je crois que ce n'est pas une question d'engouement autour du club, c'est une question de résultats sportifs. Je noterai juste que pour le match de Suresnes, il y avait le match de l'équipe de France. De foot, de Coupe du Monde, qui n'a pas dû nous aider non plus. Mais il n'en reste pas moins que quand on gagnait contre Saint-Médard, qu'on leur mettait 60 points en Fédéral 1, avec un match de rugby qui n'avait peut-être pas un intérêt extraordinaire, eh ben, les gens étaient à 1000, 1500 dans le stade et étaient heureux et nous disaient quel beau match, quel match formidable. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte de ça et peut-être qu'il est nécessaire pour nous de jouer dans une division dans laquelle les spectateurs viendront prendre du plaisir et deviendront un peu supporters. Et puis c'est un club qui est jeune quand même et on construit des supporters et un engouement autour d'un club sur les victoires. Et force est de constater que depuis 2 ans, on est quand même plutôt sur les défaites. Donc forcément, cette dynamique ne peut pas se mettre en place parce qu'on a beaucoup de défaites. On prendrait la même période avec beaucoup plus de victoires, peut-être que le constat serait différent. Il n'y a pas aussi un petit problème d'identification? Moi, j'ai le souvenir, je suis vieux, plus vieux que vous.
Mais il y a encore pas longtemps, Lilian, vous étiez président, on avait des Baudin, des Coupes, des Couvray, des Woody Joubert, enfin j'en oublie, hein, des joueurs qui étaient identifiés, qui étaient du cru. Là, on a une équipe avec beaucoup de joueurs qui vont et viennent. Ça pose un peu le problème peut-être de la formation aussi. Qu'en est-il? La formation, excuse-moi, tu répondras, Lilian, mais je pense que le niveau fait qu'à un moment donné, on est obligé d'aller chercher des joueurs sur l'extérieur. Angoulême, qui a une belle équipe et il y a peut-être peu d'Angoumoisins de pure souche dedans. Et ça ne les gêne pas à avoir ce rayonnement et ce succès. À un moment donné, le niveau, même s'il faut bien évidemment travailler sur la formation, ce qui est très important, mais le niveau fait qu'à un moment donné, on est obligé d'aller... parce que les taux se resserrent et il faut des joueurs de qualité. Après pardon, Christophe, je ne parle pas forcément pour Saint-Jean d'Angély, mais Cognac a un passé au niveau de la formation, qui a sorti beaucoup de joueurs qui ont été professionnels. Enfin, on va pas faire la liste. Oui. La source, elle est tarie ou... Non. D'abord, le rugby a changé. Le sport a changé. Il y a 30 ans, ce que tu dis, Eric, c'était une histoire d'il y a 30 ans, voire 40 ans. Il n'y avait que du rugby à Cognac. Il n'y avait que ça. Tous les lycées, les profs de sport étaient des anciens rugbyman, donc tout tournait autour du rugby. Ça, c'est le premier constat. Après, il y a eu, je dirais, d'autres sports, le foot, le basket, qui sont arrivés et qui ont amené une concurrence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le monde du rugby est fait de telle manière que nous perdons nos meilleurs gamins dès les U14. Dès les U14, nous avions une très belle équipe il y a 2 ans. Nous avons perdu 5-6 leaders qui sont partis à Angoulême, à La Rochelle, parce que c'est comme ça. Ils vont jouer au meilleur niveau. Il y a 30 ans, les gamins, ils restaient sur le territoire. Et puis, pour finir, Christophe a raison, aujourd'hui, les meilleurs joueurs, au-delà des gamins, veulent jouer dans les meilleurs clubs. Les joueurs se rêvent aussi en tant que joueurs futurs professionnels. Et l'inscription dans un territoire n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30-40 ans. Donc, quelque part... je crois que cette identification, peut-être qu'elle reviendra un peu plus en National 2, et d'ailleurs on a ce projet, on commence à réfléchir à tout ça avec Christophe, aller peut-être chercher des joueurs qui voudront plus s'inscrire sur le territoire pour recréer une identité. Pour autant, le niveau fait que, en national, il n'y avait pas sur le territoire la possibilité d'avoir des jeunes, parce que les jeunes rêvent d'autre chose, même s'ils se plantent, mais en tout état de cause, ils rêvent d'autre chose. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de turnover depuis 2 saisons. Oui. On ne peut pas le nier. On a changé 20 joueurs l'année dernière. Bien évidemment que ce turnover, on ne s'inscrit pas dans la durée et on ne fixe pas les gens. Donc c'est effectivement aussi un constat qu'on fait, nous, de ce qui se passe depuis 2 ans. Et on ne veut pas continuer dans cette dynamique-là. On veut effectivement inscrire des gens et des joueurs sur le territoire pour plus longuement. Oui, voilà, parce que l'idée, c'est pas forcément d'avoir des gens issus du territoire, mais des gens identifiés. Oui, et ce qui est vrai que depuis 2 ans, c'est un petit peu notre défaut. On change beaucoup l'équipe. Un David Baudin, Eric, n'était pas cognassé. Bien sûr. Il l'est devenu, mais il ne l'était pas. Oui. Donc à partir de là, le but, et peut-être que la National 2 nous donnera plus de marge de manœuvre sur le fait de recréer cette identité. Quand on a créé l'UCS, finalement, on a créé une mayonnaise avec les joueurs des 2 clubs qui ont voulu rester. Puis après, cette montée en nationale nous a amené à aller chercher des joueurs pour ce niveau-là. La National 2 va peut-être nous donner un petit peu de respiration pour pouvoir recréer quelque chose comme ça. Après, sur la formation, il y a une vraie réflexion à mener sur une formation de territoire et non plus de club, je pense, puisque on se rend compte quand même qu'en effectif, c'est limité pour tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, on a un club phare qui est le SA15, donc je pense qu'il faut avoir une réflexion autour de ça, avec une formation plus territoriale que de club. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons rencontré récemment Jean-Jacques Pichot pour justement discuter d'essayer de structurer ce que le comité départemental pourrait éventuellement faire, mais qui n'est pas fait. Alors, ils n'ont peut-être pas les moyens, mais il y a une chose qui est sûre, avec le SA15 et l'UBJ, nous allons réfléchir pour justement essayer de structurer les choses et garder nos gamins sur le territoire, se répartir les gamins en fonction des niveaux, et peut-être essayer de jouer entre nous clubs, ce que les instances devraient peut-être faire, mais que ne font pas aujourd'hui. Et ça aura le mérite de faire jouer le gamin à son meilleur niveau.
Les meilleurs au plus haut niveau et les moins bons au plus bas niveau. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de clubs comme le nôtre, certains gamins valent le coup et s'ennuient un peu parce que d'autres le valent moins. Ouais. Et à un moment donné, tout le monde s'ennuie. Donc ce qui est important, c'est de faire jouer les gamins à leur meilleur niveau. Donc il faut une politique globale. Il faut une politique globale. Ouais. Cette union, vous le disiez, elle est jeune. Je me rappelle, quand vous avez créé en 2017 cette entité, il y avait un slogan qui était 2022 Objectif Pro D2. Aujourd'hui, on en est loin. Est-ce que du coup, ça remet en cause cette union et est-ce qu'elle a encore lieu d'être? National 2, ça rime aussi un peu avec 2022. Mais est-ce que cette union... à l'époque, il fallait bien évidemment, même si Lilian et moi on était très conscients, mais pas complètement quand même de ce que peut être un club, enfin des obligations qu'a un club pour arriver à pouvoir postuler à la Pro D2. Voilà, c'était un slogan de l'époque. Aujourd'hui, on est très clair. On a, enfin, je sais pas pour moi, Lilian dira, on n'a pas l'ambition ni les moyens de pouvoir postuler à la Pro D2 un jour, pour l'instant. Mais au-delà de ça, est-ce que cette union, aujourd'hui, elle a toujours lieu d'être? Bien sûr. Alors, bien sûr. De toute façon, rappelle-toi, Nicolas, nous étions en Fédéral 1, à la Fédéral 1 de l'époque, et que, quand bien même les spectateurs étaient très heureux de voir qu'on mettait 40 ou 50 points tous les dimanches à domicile, on savait le niveau de la Fédéral 1 de l'époque. Si la Nationale 2 et la Nationale avaient existé, on n'aurait peut-être pas eu le même slogan. Mais surtout, et je pense que les deux clubs seraient aujourd'hui en Fédéral 1, certainement, enfin le Racard en l'occurrence le serait, dans un championnat de Fédéral 1 qui est quand même aujourd'hui tout à fait un championnat de Fédéral 1 quand même, ouais. Sachant que les meilleurs clubs ont constitué la Nationale et la Nationale 2. Donc quoi qu'il arrive dans cette union, on aura quand même, quoi qu'on nous dise, démarré de Fédéral 1, on sera monté en Nationale, c'est-à-dire quand même 2 divisions aujourd'hui au-dessus par rapport à la nouvelle échiquier des compétitions. Donc on aura quand même aussi une autre chose. Mais au-delà de ça, les deux clubs fonctionnent encore et on travaille sur la formation et on va s'améliorer sur la formation et on va créer par les écoles de rugby qui commencent à devenir intéressantes aussi à Saint-Jean-d'Angély et aussi à Cognac sur le nombre de gamins. On va pouvoir faire de la formation à partir des écoles de rugby pour ramener un maximum de joueurs en U14, U16, U18, U21 et peut-être après en senior. On vous entend beaucoup vous projeter finalement. Vous n'avez pas l'air plus désabusé que ça, au-delà des propres résultats sportifs de l'équipe première. Il y a un avenir pour ce club? Bien sûr, il y a un avenir. Et puis de toute façon, aujourd'hui, en tant que président, co-président, on a c'est notre rôle. On a le devoir d'assurer la pérennité du club, de construire un projet. Et nous sommes complètement mobilisés avec Christophe sur la construction du projet de l'année prochaine. Elle va se terminer comme elle se terminera cette saison, même si on pense connaître l'issue. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est notre devoir de construire l'avenir. Et c'est là-dessus qu'on va s'atteler dans les semaines qui viennent, à construire cette continuité, et puis avec un autre projet, mais sur lequel on essaiera d'aller chercher, je dirais, beaucoup de bonnes choses, de la motivation, et d'essayer d'amener un maximum de gens avec nous, avec des projets un peu différents, mais plus de formation, essayer de faire monter des jeunes. Il y a des jeunes espoirs qui, aujourd'hui, jouent au national, c'est pas possible. Eh ben, avec la Nationale 2, il y aura une transversalité avec l'équipe première qui sera peut-être plus facile. Donc voilà, on va de toute façon, dans cette situation, soit on se morfond, soit on pleure sur notre sort, soit on essaye de rebondir et de trouver du positif dans toute cette histoire. C'est ce qu'on a décidé de faire. Après, moi j'ai entendu, oui, c'est la fin du club, le club va disparaître, mais depuis quand un club qui descend disparaît? Je pose la question, moi, depuis quand? Depuis quand un club qui descend disparaît? Heureusement qu'ils ne disparaissent pas tous, parce qu'il y en aurait beaucoup qui n'existeraient plus. Donc aujourd'hui, c'est quand même nous manquer de respect un petit peu quand même à Lilian et à moi, de croire que parce qu'on va descendre, ça va être la fin des haricots et que le club va disparaître. Mais pas du tout, parce que là on se tromperait vraiment. Nous, notre rôle de président, c'est d'assurer la pérennité du club. Alors bien évidemment, plus le niveau est haut, plus c'est intéressant. Mais si le constat est fait que ce niveau national est un peu élevé aujourd'hui par rapport aux structures du club et à l'engouement populaire, eh ben on va redescendre d'un niveau, on va continuer à travailler pour peut-être demain rebondir et revenir titiller cette nationale. Mais aujourd'hui, quand j'entends dire que le club va s'arrêter parce qu'il descend, ça me fait bondir. Ça veut dire que donc vous préparez l'avenir et que vous serez toujours à la tête de l'UCS la saison prochaine? De toute façon, il faut quand même aussi avoir l'humilité de se dire que les présidents sont de passage. Le club ne nous appartient pas.
nous sommes au service du club, donc nous travaillons pour le club. Notre avenir à nous deux, bien sûr qu'on sera là tant qu'on sera utile. Après, le jour où on nous dit, écoutez, on est capable de faire mieux que vous, eh bien, on laissera la place à d'autres. Personne ne vous l'a encore dit. Si certains le disent, en tout cas pas, ils ne nous le disent pas en face. Non. Il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on est au service de notre club, on va travailler pour notre club, et puis après, nos cas personnels, franchement, c'est pas la priorité. Non, tout à fait. Hein. Si demain quelqu'un arrive en disant moi j'ai un projet qui peut révolutionner le club, ça ne sera pas pour nous difficile, même de l'accompagner cette personne, parce que ce qui compte le plus, c'est l'institution. Et quand on est président d'un club, on est président d'une institution qui doit perdurer dans le temps. Si on devait terminer sur une note positive, quelle serait-elle? Ou optimiste? Alors moi, pour ma part, je suis assez étonné et agréablement surpris d'entendre beaucoup de partenaires nous dire « Écoutez les gars, saison cauchemardesque, mais on sait que vous allez rebondir, l'année prochaine ça va être un autre championnat, l'équipe aura forcément de meilleurs résultats, on va vous accompagner, on va vous suivre ». Et donc ça nous donne du baume au cœur en nous disant qu'une descente n'est pas une fin en soi, c'est ce que disait Christophe, c'est pas une petite mort, c'est l'occasion de rebondir et c'est l'impression que nous donnent pas mal de partenaires sur ça. Donc je retiendrai moi ce côté positif. Moi, je dirais, dans des moments difficiles comme ça, ce qui est important, c'est de s'entendre. Et on a un comité directeur qui s'entend super bien. On se serre les coudes, on est ensemble. On a une très bonne entente. Et je trouve que ça, c'est important, parce qu'une entente, quand tout va bien, c'est facile. Mais une entente comme on a quand tout va mal, ça fait du baume au cœur et ça nous donne envie d'avancer et d'aller plus loin. Merci, messieurs. Prochain rendez-vous, si je ne dis pas de bêtises, c'est la réception de Tarbes le 15 janvier au Parc des Sports. Tout à fait, c'est ça. Au Parc des Sports. On enchaîne avec l'événement. L'événement, c'est la reprise de la Pro D2, vendredi soir avec le SA15 qui reçoit Nevers, des Angoumoisins 15e, en position de relégable à mi-saison. Leur capitaine Gauthier Gibouin était en conférence de presse cette semaine. Il en a profité pour dresser le bilan à la trêve et a notamment insisté et pointé du doigt l'indiscipline de son équipe qui coûte très cher. On l'écoute. On est l'équipe la plus indisciplinée du championnat. Ouais. Et ça, voilà, c'est une prise de conscience collective qu'il faut qu'il y ait, que si on continue à faire autant de fautes et à jamais jouer un match en entier à 15, on ne pourra pas exister dans cette division. Ouais. Après, il y a quand même pas mal de secteurs de satisfaction sur lesquels il faut emmagasiner de la confiance, continuer à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, on a vraiment mis en évidence nos points faibles, on sait ce qu'il faut qu'on travaille, les changements qu'il faut qu'on ait aussi dans notre plan de jeu, c'est qu'on va essayer de faire des week-ends contre Nevers et voilà, on espère remonter vite. Nevers, donc vendredi, c'est le premier match d'une série de 7 matchs qui va voir le SA15 affronter toutes les équipes classées entre la 10e et la 16e place à la lutte avec lui pour le maintien en Pro D2. Donc on a demandé à Gauthier Gilboin si cette série était cruciale dans la saison. Oui, bien sûr, on sait que c'est primordial, ces 7 matchs-là, ils vont être très très importants. Comme tu dis, on rencontre tous nos concurrents directs. Là, on savait qu'on avait une la fin d'année 2022 allait être compliquée parce qu'on avait en 7 matchs, on avait 5 déplacements et les 2 réceptions, c'était à Agen et Oyonnax. Ouais. Donc on savait comptablement ce serait peut-être un peu difficile, mais que voilà, sur cette première partie de 2023, il a tout prix falloir engranger des points. Donc bien sûr, ça va être une période clé dans la saison. Ça commence donc par Nevers vendredi soir à Chanzy, une équipe de Nevers que Gauthier Gibouin connaît très bien puisqu'il a évolué 4 saisons là-bas entre 2016 et 2020. Il nous en a parlé cette semaine également. On sait à quoi s'attendre, c'est une très bonne équipe de Pro D2, qui passe sa place dans le championnat, qui a une très bonne conquête. C'est l'équipe du championnat qui tient le plus le ballon, donc on sait que vu qu'on est l'équipe qui fait le plus de fautes, ils vont certainement essayer de tenir le ballon contre nous. Donc à nous d'être patients, de ne pas se mettre à la faute et Elle a changé beaucoup de choses quand même en 2 ans sur sa façon de jouer ou franchement tu retrouves beaucoup de points communs? Non, il y a beaucoup de similitudes quand même. Après chaque entraîneur a sa patte et devant je retrouve ce qu'on travaillait quand j'y étais. Messieurs, le maintien du SA15 en Pro D2, c'est aussi important pour le rugby charentais, pour l'UCS, pour l'UBJ? C'est super important parce que d'abord il faut du rugby de haut niveau en Charente. Si on veut attirer des jeunes sur le territoire, il faut un club phare. Et aujourd'hui, nous, on le voit parce que justement, avec les liens qu'on est en train de créer avec le SA15, il faut une locomotive. Et donc, il faut absolument qu'il se maintienne.
Oui, tout à fait. C'est super important pour tout le territoire charentais, du rugby charentais. Donc ils sont moteurs aujourd'hui, ils doivent continuer d'être moteurs de ce territoire. Souvent on a des Saint-Jean-d'Angély, le moteur il est quand même à La Rochelle. Oui, mais l'UCS au niveau des U14 c'est Cognac, donc c'est le 16. Et souvent il est difficile effectivement peut-être d'en prendre conscience, mais un club moteur ça donne du baume au cœur et ça fait avancer tous les autres clubs. Ça ruisselle et ça fait avancer tous les autres clubs du département. Donc on est des fervents supporters du UC15 et on espère vraiment qu'ils vont se maintenir. Et moi, pour juste l'anecdote, j'ai eu le plaisir d'être invité sur le match contre Oyonnax. Et quand je vois l'engouement et le spectacle qu'il y avait, ça donne vraiment envie de garder de la Pro D2 sur le département. Merci messieurs. Pas d'équipe du week-end, pas d'instant rematch cette semaine donc. Vacances et trêve oblige. On enchaîne donc avec l'agenda. Jingle. Alors, outre SA 15 9h vendredi soir, l'événement du week-end sera le derby de National 1 de hand féminin, avec le match entre l'ACH et l'Aljo samedi 20h à la Grand Fond, une opposition très déséquilibrée, Nicolas. Oui, puisque l'ACH est 4e en haut de sa poule, du classement, avec face à elle l'Aljo qui est comme dans notre situation, 0 victoire depuis le début de la saison. Le Sport Cognacé ne va pas très bien en ce moment. Donc du coup on a demandé à Mike Bidorini de savoir ce que représentait ce derby et il pense que c'est quand même un match pas si facile que ça, on l'écoute. Oui et non, parce qu'un derby c'est toujours particulier. Je pars du principe que voilà, un derby c'est jamais gagné, même si bien sûr au classement on est largement favori. Voilà, après un derby c'est particulier, voilà, il faut se mettre dans l'ambiance de ce derby-là pour bien sûr performer sur ce match-là et aller chercher la victoire, parce que le plus important sur des matchs comme ça, c'est la victoire. Donc voilà, on va tout faire en tout cas pour déjà bien se préparer cette semaine et puis aller chercher cette victoire-là ce week-end. Pour finir donc du cross et du foot dimanche, le cross à Montmoreau avec les traditionnels championnats départementaux, le foot pour les footballeuses de l'ASJ Soyaux qui vont jouer au Mans en Coupe de France. Le Mans, 5e de sa poule 2 D2, dimanche 14h30. Cette émission est terminée. Merci Nicolas. Merci messieurs. Si vous avez un mot à rajouter, si vous avez quelque chose à dire. Bonne année, meilleurs vœux pour tout le monde et que le sport charentais porte haut ses couleurs. La même chose. Et merci de nous avoir invités. Eh ben, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Virginie, à Johan et Jean-François à la régie. Et cette émission est visible sur le site et les réseaux sociaux de Charente Libre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.